joie et la chance de participer à des recherches, qui ont à voir avec le terrain. Un terrain assez compliqué, c'est celui de la relation compliquée entre l'agriculture et l'environnement. Ce que je suis appelé à développer maintenant fait partie de mon domaine de recherche, parce qu'en même temps que je suis appelé à faire de la recherche dans le domaine que je l'ai évoqué, je suis quand même professeur d'économie, et ces questions me tiennent à cœur, et ils ont directement à voir avec ce que je fais dans mon domaine de recherche, et aussi personnellement. Je voudrais tout d'abord remercier M. Laborie d'avoir posé une question que je suis amené à développer. Une question un peu compliquée, je dirais, pour un économiste, puisqu'il a ajouté NS à croissance. Vous avez remarqué, les détails sont importants. Il a mis la décroissance à côté et il a enlevé en fait quel enjeu pour l'environnement, parce qu'il y avait au fond le changement climatique et la biodiversité. Donc il y a tout ça à traiter ensemble. Et vous avez aussi remarqué qu'il a mis un point d'interrogation sur solution économique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que soit il y a des doutes sur les solutions économiques, soit que personnellement je suis appelé à donner des solutions économiques. Alors, ma tâche est difficile parce que ce que je vais vous dire a à voir avec un contexte très particulier, la COP 21. Donc, on est en plein, si vous voulez, dans l'actualité. Et lorsque vous demandez à un économiste de parler de l'actualité, il a beaucoup de difficultés. Il a une difficulté pour moi très importante, c'est que c'est quand même un domaine extrêmement politique. Et je serais vraiment très ingrat de dire mon opinion sur l'issue de ces négociations. Je vais quand même traiter le sujet avec une certaine objectivité. Et surtout, mon objectif ici sera de nous faire réfléchir un peu, et je vous fais confiance aussi de me faire réfléchir à la fin de mes questions. Et pour commencer à parler donc de ce sujet-là, je commence par le début. Est-ce que c'est un problème économique? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il s'agit de gérer des biens et des ressources. Et la question de production, répartition, coordination. Mais là où ça change un peu, c'est quels biens, quelles ressources doivent faire l'objet de cette gestion. Ben, tous les biens et ressources habituels, mais aussi beaucoup d'autres biens. Je commence par les biens auxquels on pense le moins: la paix dans la cité, la paix dans le monde, la confiance mutuelle. Pour moi, ce sont des biens qui font partie du patrimoine collectif, qui sont utiles, j'y reviendrai, et des nouveaux biens comme la stabilité climatique, la biodiversité, la qualité de l'air, les ressources en eau, en quantité et en qualité, etc. etc. Comment on va aborder le sujet? D'abord, ces sujets-là sont traités à travers les marchés et l'intervention de la politique publique. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on considère de plus en plus que cette gestion s'est faite à travers les interactions entre individus, entités, le voisinage, les quartiers, les associations, nous en sommes ici aujourd'hui, les nations, l'ONU, etc. Et pour vous donner aussi un peu le ton, on considère que ces relations multiples sont en fait les ingrédients indispensables à la vie économique et sociale. Et vous avez des auteurs très connus
aussi Adam Smith qui avait parlé très tôt, comme tout le reste, il a parlé très tôt donc, de la théorie des sentiments moraux. Il a pensé ensemble d'autres biens qui sont produits et considérés en dehors du marché. Et donc, la question de fond à laquelle je crois que je suis appelé à répondre, c'est avec quels critères, avec quelle logique économique, donc on traite ces questions, et quel est le rôle respectif des marchés, des politiques publiques, mais aussi d'autres coordinations, donc d'autres relations, si vous voulez, dont je viens de parler. Parce que je pense que ces questions-là, ces autres coordinations sont aussi très utiles, j'y reviendrai essentiellement là-dessus vers la fin. Et donc, lorsque on nous demande de traiter le sujet en question, il s'agit de gérer des biens et des ressources qui ont des caractéristiques nouvelles. Ce sont des biens publics ou de ressources communes. Tout à l'heure, François Morin nous a parlé des biens qui, normalement, devaient être un bien public ou commun qui est devenu un bien privé, qui était la monnaie. Mais ce qui apparaît aussi donc, à travers l'histoire de l'humanité, c'est que les biens comme la biodiversité, la stabilité climatique, etc., ce sont des biens qui sont nouvellement reconnus comme étant des biens économiques. Et donc, nous sommes ici à parler d'un sujet qui est reconnu comme prioritaire, comme urgent, mais vous allez voir que je ne veux pas oublier la biodiversité parce que ça faisait partie de mon cahier des charges. Donc, quelques parties pris en dehors de ce que je viens de dire. Je considérerais forcément la dimension internationale, l'interdépendance entre pays, les contraintes de développement, je parle de développement des pays qu'on appelle le monde avancé, mais aussi l'interdépendance entre tous les biens et tous les services. Je suis contre, si vous voulez, la spécialisation, la sectorisation déjà de l'économie, mais là, ça sera le cas de parler en même temps de l'ensemble du bien, je reviendrai. Et plus particulièrement, nous allons avoir à faire une réflexion sur le modèle actuel du développement qui est basé sur la croissance. Je fais bien sûr la différence. On va revenir sur les idées de la décroissance. Je vais considérer la croissance comme une utopie et la décroissance aussi. Donc peut-être qu'on finira par une autre utopie. Mais quoi qu'il en soit, nous allons considérer des transformations sociétales importantes qui sont en cours dans la société, donc en faveur de l'environnement. L'approche, et je pense que c'est important, c'est de considérer qu'il y a une influence réciproque entre le mode de gestion dans nos économies, dans nos sociétés, mode de gestion, on la considère comme la théorie, les théories, et l'évolution de l'objet géré. Ce matin, nous avons parlé des sciences physiques, sciences naturelles, si vous voulez. Il y a un modèle, on a vu, qui se développe, il est pas plus compliqué. Mais ici, nous avons une science qui s'appelle comme ça, qui est une science sociale. Et l'idée derrière, c'est que, historiquement, la façon dont on pense la chose a une influence sur la chose. Et c'est très important par rapport à notre sujet. Et dans cette évolution, nous allons reconnaître que le pouvoir, le rapport de force, a une place, un rôle très important. Vous allez me dire, c'est naïf ce que j'ai dit, mais encore faut-il que les économistes y fassent attention. Et aussi, nous allons mettre l'accent sur l'emprise des valeurs et la nécessité donc de changement de ces valeurs et aussi des croyances. Si on veut parler d'une transformation, on parle de transition écologique, transition énergétique, etc., même
dans le domaine de l'agriculture de transition agroécologique. Donc, si vous voulez, je vais essayer de me préparer un peu pour donner quelques clés de compréhension pour qu'on puisse agir à l'échelle pertinente. Qui agir? Ben nous, chacun de nous. C'est-à-dire, comme vous avez dit ce matin, le citoyen. Donc, 3 étapes. L'entrée, le contexte, le panorama donc à partir de l'actualité. Donc, on va revenir sur certaines choses que j'ai dites ce matin. Le cas principal, c'est pourquoi la gestion de l'environnement et les affaires économiques sont-elles aussi antinomiques. On parlera d'impasse conceptuelle et dilemme politique. J'avais pensé à impasse politique, mais j'ai mis dilemme, c'est suffisant. Alors, et après, donc, si j'ai le temps, le dessert, ça sera intégrer une nouvelle dimension dans la logique économique. Donc, d'abord, le contexte. Est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à partir de l'actualité? Je pense que oui, en tant que cas d'école, parce que beaucoup de gens réfléchissent à ce moment. Et donc, comme je vous ai dit, je prendrai quand même un peu de distance, parce qu'il ne s'agit pas, même à ma petite échelle, donc très humble, il ne s'agit pas d'avoir une influence. L'économiste en général parle toujours après. Donc, je ne vais pas l'élonger, mais je réfléchis un peu. Voilà, bon. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on a une urgence reconnue scientifiquement, donc on en a parlé tout à l'heure du groupe GIEC, mais nous avons un retard par rapport à ce qui a été décidé déjà lors de la conférence de Rio 92. Et c'était peut-être déjà trop tard en 92, mais actuellement les objectifs sont de 2 niveaux. L'objectif d'adaptation, c'est-à-dire faire des moyens, prendre des mesures pour s'adapter, comme si c'était inéluctable, l'évolution du climat, la biodiversité, etc. Et donc, on admet que c'est trop tard. Et donc, il faut essayer de s'adapter au changement de la mer, etc. Mais aussi, le deuxième type d'objectif, c'est l'atténuation. C'est-à-dire, on pense qu'on peut quand même agir sur le cause de ce changement climatique. C'est très important comme question parce qu'il y avait des climato-sceptiques, etc. Ce matin, je crois qu'on a été tous globalement persuadés de cette démonstration magistrale de notre collègue. On annonce des progrès significatifs sur la méthode de cette COP 2015. Sur la méthode et sur les moyens. Les partis, donc 195 pays et l'Union européenne sont chacun appelés donc à fournir sa contribution, des intentions. Donc il y a une espèce de reconnaissance de l'identité de chaque nation avec une participation, donc un rôle. Ce n'est pas du tout la même chose pour le budget. L'idée donc c'est on vise la limite maximum de plus 2 degrés, mais on constate plusieurs attitudes. Et déjà donc on catégorise en gros, ça sera très schématique, des pays. Les pays développés, donc y compris maintenant les USA, les pays émergents dont la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Les pays producteurs de pétrole et les pays les moins avancés. Et notre progrès, pourtant, et c'est l'occasion aussi aujourd'hui, la parole est aux acteurs de tous bords. Donc il y a des associations qui interviennent, des scientifiques, etc. Et on assiste à une occasion de déballage de l'information. Par exemple, sur les parts de GES et sur l'information des implantations alors ça, c'est les parts des différentes activités
que l'agriculture a une grosse partie, la production de l'électricité et de la chaleur a une grosse partie, l'industrie, le transport, etc. Donc, et bien sûr le résidentiel. Donc la question bien sûr c'est où agir au mieux et au plus vite. Et à propos du déballage, donc c'est l'Europe, on voit qu'il y a une implantation, donc c'est l'état actuel, une implantation des centrales électriques à charbon. On voit que la France est vraiment propre, mais on n'a pas mis ici les centrales nucléaires, c'est pas le sujet, mais je le fais exprès pour montrer qu'il y a des décisions politiques sur des sentiers de dépendance qui existent, qui sont extrêmement différents, mais derrière, il y a des décisions importantes qui passent, donc qui agissent sur la possibilité pour l'avenir. Mais je donne cet exemple aussi pour dire que, on va revenir tout à l'heure, pour dire que finalement, si on prend une solution, on l'a compliqué, si on prend une solution pour réduire les centrales à charbon, pas quoi on les remplace, il y a les ressources renouvelables, mais aussi les nucléaires. Bon, le nucléaire pose quand même des problèmes. Là, vous avez, je ne veux pas revenir, ça sera la dernière photo. Là, vous avez ce qu'on appelle l'objectif de découplage. Jusqu'à 2008, ça sort donc, Madame nous a parlé ce matin de carbone 4. Donc, on a une espèce de couplage entre l'évolution du PIB et les émissions du CO2, par exemple. Et là, si on a l'objectif arrivé au maximum à 2%, on voit qu'entre l'augmentation du PIB et la stabilisation finale en 2050 ou même à 2100 des gaz à effet de serre, on voit bien qu'il s'agit d'un découplage, donc l'enjeu est important. Quels sont les moyens qui peuvent nous permettre d'arriver à cela? Sur quoi se concentrent les négociations à l'heure actuelle? En fait, l'approche que j'aurais, c'est de comprendre que on a une ressource qui s'appelle la stabilité climatique. Et c'est cette ressource-là qu'il faut gérer collectivement. C'est ça l'idée. Et toujours par rapport à ce qui s'est dit, les discours, les intentions, il s'agit de mettre en place un système d'incitation. Par exemple, application, je dis par exemple parce que rien n'est décidé, mais il y a des idées comme ça qui apparaissent. Appliquer le principe pollueur-payeur, donc taxation, et aussi, avec le produit, de faire des subventions. Donc, une espèce de redistribution pour réduire l'impact carbone. Et on pense donc que ce système sera suffisant sur le plan international. Et je dirais que c'est une belle idée comme point de vue économique parce que finalement, en utilisant peu de ressources, je regardais tout à l'heure sur l'investissement, il s'agit donc d'avoir une mesure incitative, quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure, mais et sera neutre sur la compétitivité des autres, des différents pays essentiellement, dans la mesure où tout le monde sera mis sous la même enseigne. C'est-à-dire, tout le monde sera taxé sur la base d'une taxe calculée sur le valeur du carbone, etc. Mais il y a aussi une espérance, et là, j'ai dit avec des doutes, que les différentes mesures qui vont être mises en place vont être conformes donc, dans les différents pays, au sens qu'ils seront efficaces, que les différents pays vont avoir, quels que soient les niveaux de développement, etc., vont
vont avoir la capacité de le mettre en place pour que les incitations fonctionnent. Troisième espérance, François Morin parlait tout à l'heure, on pense qu'il y aura un besoin de 5 milliards de fonds par an à lever, donc auprès essentiellement d'acteurs privés, jusqu'à 2020 pour permettre de financer les investissements qui, en pensant bien sûr que pour faire une transition énergétique, il faut beaucoup d'investissements. Et donc, il y a des pays qui n'ont pas ces ressources. Et donc, il va falloir aussi trouver les moyens pour que le système au niveau mondial trouve des ressources pour faire des investissements dans le domaine de la transition énergétique, notamment dans les pays en développement. Et la question que je pose, que je soulève, c'est de la crédibilité de chaque parti. J'aurai, j'espère, le temps de revenir sur la question tout à l'heure. Parce que quand on fait une négociation, il faut être crédible. Donc, quels obstacles à ces réalisations? Et la question que je suis appelé à développer, c'est quel concept à appliquer pour comprendre ce que je dis sur la un point positif dans tout ceci, c'est la place renouvelée du scientifique. On a eu la démonstration ce matin en amont de décisions politiques. C'est-à-dire on veut objectiver, on veut être capable de discuter et mettre chacun devant sa responsabilité. C'est très intéressant de pouvoir considérer le problème de façon pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, au sens où on a plusieurs types d'évaluation de la situation, économique, scientifique, biologique, etc. Et aussi, on a des objectifs précis à atteindre par rapport auxquels les différents participants vont se positionner. Et aussi, on a quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup mettre l'accent. Les différents scientifiques ont mis, non seulement cette fois, mais aussi depuis longtemps, je veux dire, c'est en dehors de GIEC, mais aussi au sein de GIEC, il y a des interdépendances entre compartiments environnementaux. Et c'est un point sur lequel je m'appuie beaucoup, je vais vous le dire très rapidement. C'est-à-dire, on considère en fait le problème environnemental, non pas, je ne traite pas le problème de l'eau simplement, je ne traite pas le problème de la stabilité climatique, je ne traite pas le problème de la biodiversité séparément. Bien sûr, les différents experts disent qu'un impact négatif sur la biodiversité, si on continue comme ça, sera moins de 30% des espèces qui perdent donc. Et cette interdépendance est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte des antagonismes et des complémentarités donc, entre les actions. Et il est important aussi, oui, tout à l'heure, je vais vous le dire tout de suite, je vous le dis, donc, qu'il est important de comprendre le rôle de cette interdépendance et aussi des irréversibilités. Donc, le changement climatique, c'est irréversible d'une certaine façon, mais aussi la biodiversité. Et donc, quand on met ensemble ces deux choses-là, il faut faire comprendre que l'action d'un pays ou même d'une nation, etc., d'un individu, doit être coordonnée pour l'ensemble de ces comportements. Et on ne change pas, je vais revenir tout à l'heure, je vais vous dire maintenant, on ne change pas la façon d'agir, la logique économique, si vous voulez, de quelqu'un dans un domaine, si on ne change pas en même temps
l'autre domaine. Parce que s'il agit positivement dans un domaine, il n'agisse pas aussi positivement dans l'autre domaine, on perd de la substance, on perd de l'énergie, etc. D'accord. Bien. Alors, parmi les obstacles forts donc, qu'il faut considérer, la souveraineté énergétique au niveau politique. Donc, chaque pays peut être souverain. On a parlé tout à l'heure des centrales thermiques. La souveraineté alimentaire par rapport à la biodiversité. Les contradictions entre objectifs environnementaux et objectifs sociaux. Et aussi les changements qui sont difficiles en matière de fiscalité et le système de subvention. Par exemple, on sait qu'il y a 650 milliards de subventions qui sont attribuées aux énergies fossiles au niveau mondial. Et donc, ça fera des distributions différentes. Donc, le deuxième point, j'ai 5 minutes par point. La croissance en tant que concept et en tant que mécanisme. Eh bien, la croissance économique, le concept, si vous voulez, c'est lui qui a été développé depuis très longtemps et qui n'est pas finalement encore remis en cause, c'est que nous croyons, parce que nous participons à la croissance, nous croyons à l'avenir, puisqu'il s'agit de créer plus de richesses pour partager, puisqu'on aura plus, augmenter la productivité et l'emploi, mais aussi on sait que la croissance et l'innovation conduisent au progrès social, etc. C'est ancré. Et ce qu'il faut dire, sans, je veux parler de capitalisme, pour moi c'est pas un gros mot, le fonctionnement du capitalisme en général nécessite donc la concurrence, la compétition et la conquête de nouveaux marchés en exploitant la différence des coûts et des caractéristiques du produit par l'innovation. Capitalisme et innovation sont consubstantiels, si vous voulez, pour la concurrence. Et donc, on a un processus d'uniformisation et de différenciation. Je pense que ça fait partie de la culture commune maintenant. On a une logique qui est basée sur la transformation de biens privés en général, pour fabriquer des biens privés, donc il y a le droit de propriété privée qui est derrière. Et le reste est ignoré. Donc je dis initialement parce qu'il y a des choses qui ont quand même changé. C'est-à-dire, on n'a pas considéré pendant très longtemps les impacts positifs et les impacts négatifs de l'activité humaine sur beaucoup de domaines, notamment sur l'environnement. On parle d'externalité, ce n'est pas la peine de dire de gros mots, mais ce qu'il faut voir, si vous voulez, en 2 mots, c'est qu'il y a, sûrement on parle de biens privés, donc qui ont un prix, il y a des choses utiles qui n'ont pas de prix, donc qui ne sont pas pris en compte. Il y a des choses dangereuses qui ont un impact négatif, qui n'ont pas un coût, donc qui ne sont pas pris en compte. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas développer l'aspect que la mondialisation, François nous en a parlé tout à l'heure, et aussi la financiarisation donc, va dans le même sens, complète, exacerbe, etc., ce mouvement. Et ce qu'on a compris rapidement, c'est que lorsqu'on fabrique donc des choses qui ne sont pas prises en compte dans les coûts ou dans notre utilité, ben, il y a des déchets, il y a des impacts sur l'environnement, etc. Donc le réceptacle qui sont les ressources et aussi le gaz, la serre en fait, c'est la serre, en capacité limitée. Les ressources non renouvelables seront bientôt sûrement épuisées.
Les ressources renouvelables sont utilisables suivant la gestion qu'on en fait. Le développement n'a pas eu lieu, du coup, il n'y a pas la promesse au niveau mondial, il n'y a pas la promesse avoir plus pour partager plus. Et il y a, en plus, c'est prouvé qu'il y a des liens entre dégradation environnementale et augmentation de la pauvreté. Il est clair que, comme je dois aller vite, que la politique publique, au niveau régional, national, etc., international, enfin, ont pris en compte ce genre de choses et on arrive donc à modifier les attitudes. Mais est-ce qu'on les a modifiées, les attitudes de décision politique, etc. Est-ce qu'on les a modifiées radicalement? Je ne pense pas. Mais il y a quand même une évolution. Dans cette évolution, comme vous savez, il y a un certain nombre d'idées qui ont été développées. Je donne rapidement donc, un tableau des différentes influences. Donc il y a des approches plus réalistes, je les appelle réalistes, même si par certains ils sont considérés comme utopiques, et alarmistes surtout. André Gorz, il a commencé déjà à travailler dans les années 60, mais il a sorti plusieurs ouvrages en 77, Écologie et liberté. Le message était travailler moins, c'est consommer moins, à condition de vivre autrement. Georges Regen, en 1971, il a sonné la cloche d'alarme des ressources. Il a parlé beaucoup des ressources fossiles parce qu'il s'est basé sur une approche thermodynamique. Les ressources donc vont finir par rapport au rythme de l'augmentation de la production. Et Mondali, c'est des grands noms. Il a parlé de l'économie de l'État stationnaire, donc c'est très proche de Georges Regen. Donc faire attention donc, à ne pas dépasser ses limites au niveau des ressources. Un autre grand auteur, Ignacy Isaacs, qui a publié un livre donc, à Toulouse sur l'initiation à l'éco-développement. Et lui, il a mis l'accent sur les relations nord-sud, la place de l'environnement et l'équité sociale. Et vous connaissez certainement les idées de Serge Latouche qui, lui, a étalé jusqu'à remettre en cause donc, la notion de développement durable. Et donc, je voudrais faire attention sur le point suivant. Attention, qui dit décroissance ne dit pas seulement une baisse quantitative. À la rigueur, ça n'a aucune importance. Si on arrive à croître de la richesse, c'est pas plus mal. Mais là, il s'agit de faire une transformation qualitative. Donc, en faisant un changement qualitatif, au niveau de la façon de produire, de consommer, etc., par la dématérialisation, par en développant la fonctionnalité des biens, etc., etc. Donc, il s'agit de proposition, donc, de changement qualitatif dans la façon de produire et de consommer. Il y a eu beaucoup de débats, il y a toujours beaucoup de débats sur la place de la notion de développement durable. Hein. L'idée de fond, c'est simplement, attention, lorsqu'on parle de développement durable, il y a le mot développement dedans, et donc il y a forcément augmentation. Hein. Donc, ce sont ces débats-là, je crois qu'il existe et qu'il faut en prendre compte, mais de toute façon, ce que ces débats montrent, y compris la notion de développement durable, ne développe pas, c'est qu'il faut prendre en compte des liens très difficiles entre la production économique, entre l'environnement et entre le partage des différents biens. Donc, avoir une société inégalitaire peut avoir un impact très négatif sur la capacité de différents pays de produire, de se développer. Et ça, c'est très important.
je voudrais dire deux mots sur la façon dont les politiques économiques très officielles, si vous voulez, ont évolué. Il y a plusieurs idées. La première idée, c'est qu'il faudra faire appliquer le principe pollueur-payeur. Il faut appliquer le principe non pollueur-payé. Donc, des incitations, et on espère que comme ça, il y aura un changement. Il y a un autre espoir, celui de la croissance verte, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des innovations qui vont économiser les ressources. Donc, il y a des propositions, mais le point sur lequel je voulais insister, ça sera mon troisième point, c'est que ce n'est pas parce qu'un individu est soutenu par la puissance publique pour changer son comportement qu'il a changé sa logique économique. Parce que, question toute simple, si vous êtes sur des béquilles, si la béquille tombe, est-ce que vous allez continuer à faire l'économie des ressources? Donc c'est aussi simple. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut changer cette logique économique. Et c'est mon troisième point. 1 minute. Combien? 1. Ben, je parle. Bon, alors. Donc, combien vous avez négocié là? Il y a des comptables dans la salle, ça y est, c'est fini. Bon, donc. On a un rendez-vous après très précis. Je n'ai pas besoin de négocier moi-même, c'est parfait. Alors, donc. En fait, quel est le problème, si vous voulez, de ces ressources nouvelles dont je parlais tout à l'heure? C'est que ce sont des ressources communes qui ne relèvent pas de la propriété privée. Et là, lorsqu'il y a des ressources de ce type-là, eh bien, il y a ce qu'on appelle le comportement de passager clandestin. Pourquoi voulez-vous que je fasse l'effort? 1, parce que l'autre va le faire. 2, quand bien même je le fais, on n'est pas sûr que le résultat soit là. Puisque je ne sais pas si l'autre va le faire. Donc, si vous voulez, une logique économique qu'on appelle stratégique, idéaliste stratégique, ne nous amène pas à préserver des ressources qui sont du domaine de la propriété commune. Et donc, la question qui se pose, c'est, comme je dis, ça se pose à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a un problème de couper dessus. Si nous, au niveau de chaque... Et je vais commencer par le plus bon. Donc, si au niveau des pays, du monde entier, chacun pense que l'autre va jouer le comportement du passager clandestin, ça ne va pas se faire. En Europe, c'est pareil, on a plein d'exemples. Au niveau national, c'est pareil. L'agriculteur va dire pourquoi moi je suis obligé de faire attention sur les ressources énergétiques, etc., alors qu'au niveau de transport, le tarif est rien. Et vice-versa. Je n'accuse personne. C'est des exemples. Voilà. Mais c'est pareil pour nos voisins et nous. Et donc, lorsqu'il y a un processus de négociation, il s'agit de se laisser convaincre complètement. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du rôle de la crédibilité. Crédible donc par rapport à quoi? Et donc, pour réfléchir un petit peu, on n'a pas trop le temps, je commence par la poupée russe la plus petite, c'est-à-dire au niveau individuel, la logique individuelle. Le changement, donc, lorsqu'il y a une politique publique, etc., est-ce qu'il va parler? Que signifie ce changement de pratique? Je suis agriculteur, je vais dans mon domaine, c'est plus facile. Donc je suis agriculteur, on me demande de changer mes pratiques. Il y a des mesures de la politique agricole commune, il y a des mesures réglementaires, que ça soit obligatoire ou volontaire, de toute façon je suis appelé financièrement, mais aussi je suis appelé par la société. C'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui voudraient changer de mode de gestion de leurs pratiques, de sol, etc. Il y en a. Et donc,
règles collectives. Au sens que l'action de chacun ne doit pas toujours dépendre de l'intervention publique, sur le long terme du moins, mais aussi il faut qu'il y ait changement des raisons d'agir de l'individu. Les raisons d'agir, il peut en avoir plusieurs. Ça ne peut pas être que l'argent, que minimiser les coûts, augmenter mon profit, avoir une augmentation de revenus. Du coup, une idée, si vous voulez, qui est due à d'autres auteurs, mais dans d'autres domaines, c'est le passage possible, recherché du moins, de la rationalité individuelle et stratégique, le profit, la minimisation de la dépense, à ce que Amartya Sen appelait la rationalité sociale. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui travaillent dans l'environnement dans ce domaine-là. Donc, cela dépend de quoi? Cela dépend de la capacité de comprendre le point de vue de l'autre. Et aussi, ça présuppose un engagement pour les autres. Ce n'est pas contradictoire avec le principe de maximiser son profit, mais il y a d'autres critères en plus. Et donc, c'est sous ces conditions, si vous voulez, qu'il s'agit de parler de l'acceptabilité, de changement des pratiques, parce que les raisons d'agir ont changé. Et je voudrais signaler que lorsqu'on parle de l'acceptabilité de la part des individus, comme je vous ai dit, c'est la couverture du niveau, il y a un pendant ici qui est la légitimité de la politique publique. Il faut que l'individu pense que la politique publique est légitime de lui demander cela. Donc, comment on construit cette acceptabilité? Et on peut prendre le cas des entreprises. Les entreprises ne sont pas philanthropes. Ça se pourrait, mais ce n'est pas le système dans lequel nous vivons. Donc, la question c'est comment on pourrait faire en sorte qu'on développe cette acceptabilité. On peut comprendre que nous sommes dans un domaine où on demande beaucoup d'efforts aux agriculteurs, par exemple. On leur demande de changer, mais on ne leur donne pas de moyens. Alors, il y a des cas où il y a des échanges de pratiques, il y a des échanges de connaissances, la mutualisation de connaissances, la prise en compte des cas réussis. Il y a des moyens pour gérer mieux les certitudes. Et aussi, il y a des cas où on peut montrer aux individus que parce que il y a une adoption d'un certain nombre de pratiques, il y a eu aussi des résultats économiques convenables. Donc, il s'agit donc, puisqu'on parle d'innovation, dans le système dans lequel nous vivons, de mettre en place des moyens pour que les différents individus, les entreprises en l'occurrence, s'approprient de l'innovation. On peut parler d'adaptation locale, d'inventivité, de la reconnaissance mutuelle, et donc c'est sous cette condition qu'il y a des exemples où ça fonctionne, qu'on peut mettre ensemble l'efficacité environnementale et l'efficacité économique. Deuxième ingrédient important, il s'agit de la procédure pour prendre des décisions. Donc, c'est un niveau important, c'est-à-dire, certains parlent de la participation, mais quand on est dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, il s'agit de mettre ensemble des entreprises au niveau local, mais aussi au niveau sectoriel. Et donc, décider de la règle, ne pas faire en sorte que la règle tombe du ciel, c'est les fameuses méthodes du vote. Décider de la règle est aussi un ingrédient fondamental pour qu'on puisse arriver à cette nationalité sociale. Donc, pas d'adaptation à l'appropriation collective de la règle imposée ou sous-imposée. Comme le temps est passé, je vais m'arrêter là. Le diaporama qui sera
Merci beaucoup en tous les cas, on vous applaudit, puis on va passer aux questions. On a quelques questions, on est en train de préparer la synchronisation avec l'intervention de Jean-Marie Pelt qui se fera sur écran en visioconférence tout à l'heure. Et donc d'ici là, on a une dizaine de minutes par exemple pour poser les premières questions. La salle, c'est à vous. Et voilà une première question, et une deuxième question là-haut. Ensuite, on donne le micro. Vous avez parlé du principe de pollueur-payeur pour la COP21. Et je crois que ça a déjà été mis en place par exemple avec le protocole de Kyoto. Et c'était quelque chose qui était assez inefficace. Parce qu'avec le marché des permis d'émission, au final c'était à très bas prix. Du coup c'est quelque chose d'assez inefficace. Du coup, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qu'ils veulent mettre à la COP21? Vous avez bien remarqué, vous avez bien remarqué que je ne suis pas, même si je pense que c'est un moyen important à mettre en place, bon, ça va aller. Même si c'est un moyen important qu'il faut mettre en place, je ne suis pas très optimiste par rapport, à la manière dont c'est mis en place. Je ne suis pas sûr que ça peut se mettre par exemple à certains pays. C'est pour ça que je pense qu'il faut travailler beaucoup plus l'économie. Mais deuxième réponse très importante, notamment par rapport à ces mises en place de permis, de marché de permis, de quotas d'émission. À l'époque, j'étais très étonné, ça fait longtemps déjà, j'étais très étonné de voir le cadre qu'on avait fixé. Pour que le marché fonctionne, du quota il faut que les prix, comme vous dites, soient élevés. Mais pour que le prix soit élevé, c'est-à-dire pour arrêter l'objet qu'on va vendre, en l'occurrence, c'est la réduction du carbone. Donc pour que le prix soit élevé, il faut que la contrainte soit forte. Donc on ne peut pas créer l'arrêté si la mesure qu'on a mis en place n'est pas contraignante. Donc une fois de plus, l'outil est beau, c'est comme le principe pollueur-payeur. L'outil est beau, mais sa mise en place n'est pas efficiente. Pourquoi? Parce que les raisons, je suis revenu là-dessus, si vous voulez, ici, les raisons pour lesquelles le marché n'était pas très contraint, c'est parce qu'on n'a pas voulu mettre en place une réduction du montant de carbone importante. Et pourquoi on n'a pas voulu mettre en place? Parce qu'on n'a pas décidé ensemble, collectivement, c'était en fait une non-décision, une petite décision par rapport à l'urgence de l'époque. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Donc, je ne veux pas revenir sur la théorie économique. Il faut faire attention. Le marché, on le construit. Et le résultat du marché, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Si on décide qu'on ne va pas trop contraindre, ben on aura le résultat qu'on a mis au départ. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il fallait commencer, mais si vous voulez, toutes ces mesures-là, ils ont aussi un effet éducatif. Ben, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas crédible. D'autant plus qu'il y a des spéculations, etc. Donc si on ne croit pas, c'est ça le sens de mon intervention, si on ne croit pas au résultat, ben, ça ne risque pas d'être efficace. C'est très important. Je mets la parole. Oui. Alors, j'ai entendu. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit politique, je ne veux pas mettre l'économiste à côté. Il faut faire attention à ça. Parce qu'il ne s'agit pas que l'économiste dit c'est les politiques. On fait tous, même quand on ne veut pas le dire, de l'économie politique. On passe la parole à monsieur qui l'a demandé. C'est à vous. Vous l'avez souligné que les ressources, que les actifs environnementaux sont victimes de ce qu'on appelle le passager clandestin. Et donc, chacun attend le tour de l'autre de les protéger. Et ces actifs environnementaux n'ont pas de prix, mais certainement
ils ont une valeur. Mais je trouve aujourd'hui que les gens s'intéressent plutôt aux émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation de ces ressources, plutôt à leur épuisement. Et dans quelques années, on assistera bien sûr à l'épuisement de la plupart de ces actifs environnementaux. Donc je voudrais savoir quelles mesures préconisez-vous pour pouvoir valoriser ces ressources, puisqu'à partir du moment où chacun sait que ces ressources ont une valeur, il va participer à leur protection. Puisque si par exemple c'est un diamant, personne ne me dit, me demande de le protéger puisque je sais que ça a une valeur. Quelles sont donc les méthodes que vous préconisez pour pouvoir bien donner de la valeur à ces ressources? Merci. Alors, je vais vous donner l'exemple, qui ne va pas durer longtemps. On travaille avec un collègue qui a travaillé sur la pollinisation. La pollinisation, donc, par les abeilles, etc., des plantes. Donc, ça a été mesuré, c'est 15%, c'est-à-dire si jamais il n'y avait pas suffisamment d'abeilles, il y aurait 15% de la production agricole actuelle qui va disparaître. Donc, on arrive à évaluer. Il faut reconnaître, il faut évaluer, mais pour que cette évaluation puisse être opérationnelle, il faut qu'il y ait derrière des décisions politiques. Mais politiques, moi j'appelle ça des politiques économiques, ou des politiques publiques, pour être plus large. Voilà, c'est des politiques publiques, d'accord? Alors, ces politiques publiques, quelle est sa difficulté? C'est que, vous allez me dire, vous l'avez deviné, c'est fait par les politiques. Bon, en fait, cette politique publique, elle est faite par nous, puisque c'est nous. C'est un problème de participation que nous avons. C'est un problème, si vous voulez, parce que si vous lisiez le reste, en fait, on a un déficit démocratique. On peut avoir un déficit démocratique, mais on a un déficit démocratique par rapport aux enjeux portants actuels. Donc, on évalue, pour répondre à votre question, on évalue, on publie, on diffuse, et on dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Alors, changer les pratiques en agriculture, j'en sais quelque chose. Et vous en savez aussi. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, il y a beaucoup de travail. Mais si on pense que le problème de l'agriculture et de l'environnement sera résolu par la PAC, on se trompe totalement. Voilà. Et c'est pareil pour dans beaucoup de pays, dans le monde. Donc, plein d'autres ressources. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, c'est une forêt dont la valeur, y compris pour les changements climatiques, mais aussi pour la biodiversité, c'est une ressource de biodiversité. Et je viens de vous dire qu'il faut regarder la biodiversité en même temps que le changement climatique. Voilà. Une autre question? Alors, madame au premier plan, puis après monsieur, si le micro fonctionne. Madame, ici, monsieur le président, regardez-moi, voilà, c'est parfait. Vous mettez le mien, s'il vous plaît. En fait, j'ai appris la mais voilà. C'est. Ah oui, non, ça va mieux, ça j'ai voilà. Donc en fait, moi je dirais presque qu'il y a une corrélation entre ce qui a été dit ce matin avec la politique, l'analyse et vous, parce que tout est entre les mains de certaines personnes, il y a beaucoup d'ignorance dans l'environnement. Je crois que si les décisions ne se prennent pas, c'est parce que c'est vraiment une grande ignorance des décideurs. Et c'est pour ça que ces journées comme aujourd'hui, c'est particulièrement important, et tous ceux qui sont porteurs de la parole environnementale doivent agir, parce que c'est vrai, la pollinisation dans nos propres jardins, dans le sud-ouest, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de pollinisation dans nos potagers. Mais
mais on croit que la vie va continuer comme hier, sans bouger. C'est inimaginable, même vu les importances des incidences, que ça ne bouge pas plus. Alors vous parliez de la légitimité des politiques publiques, je n'ai pas trop compris ce que vous aviez dit. La légitimité, oui. Oui. Alors, je dis que c'est le pendant de l'acceptabilité. Dans quel sens une politique publique s'engage des ressources. Donc il y a ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Si je ne fais pas quelque chose là, c'est pour faire quelque chose ailleurs. Donc il y a des ressources et le citoyen lambda sait qu'il y a une mise de ressources. Donc si la politique publique n'est pas efficace, je ne suis pas enclin à y participer. Par exemple, pour les mesures environnementales, je vous parle du terrain. Il y a une question très importante, c'est ce qu'on appelle le phénomène des effets d'aubaine. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont fait des innovations et on va leur donner finalement des subventions pour ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont capables de répondre aux injonctions, aux demandes de la politique publique, qui vont faire donc, il n'y a pas que, mais il y en a beaucoup qui vont faire donc, qui vont prendre de l'argent parce qu'ils ont fait quelque chose déjà. Donc, quand quelqu'un sait ça, il n'est pas du groupe en question, il ne va pas être d'accord pour qu'on finance des gens qui ont déjà fait des efforts. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a toujours un effet de redistribution qui est derrière, c'est-à-dire je peux, si ce n'est pas efficace, il y a quand même de l'argent que je mets, d'accord? Et la politique publique, elle a comme objectif aussi d'être elle-même, elle doit avoir comme objectif, pardon, d'être elle-même efficace pour ce qu'elle fait. Par exemple, je parlais tout à fait, j'aurais pu parler des crimes, donc des comportements exemplaires. Donc la politique de la ville, ce matin, il faut qu'elle soit exemplaire à la matière. Et nous tous, on est informés. Donc je peux participer par mes impôts à la politique publique à condition d'être d'accord avec ce qui s'est fait. Encore faut-il qu'il y ait des moyens pour que je comprenne ce qui s'est fait, que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, que ça s'explique, etc. En quelque sorte, si vous voulez, ces problèmes environnementaux mettent en place, obligent à mettre en place des discussions, mettre en place des débats qui n'existaient pas avant parce qu'on s'était préoccupé par les aspects privés. On était des idiots. Je vais vous la sortir en grec. Idiotis, ça veut dire celui qui s'occupe de ses affaires personnelles. Donc on est rendu idiots. On n'est pas des politiques, c'est-à-dire des citoyens. Donc il faut devenir citoyen. Et la politique publique, c'est nous. C'est ça le message. Monsieur, vous enchaînez pour votre question. Oui, bonjour. Je suis étonné que dans cette conférence sur la croissance, oui. On ne parle pas du tout de la croissance de la population mondiale. C'est quelque chose qui est souvent discuté. Ça pose un problème pour les ressources en aliments, les ressources en eau. C'est de ça la responsabilité. Parce que dans le Gatorama, vous allez voir qu'elle nous les hantise finalement. C'est que, parce qu'on m'a demandé de parler aussi de la biodiversité. Donc, si on parle, je pense qu'on parle à juste raison de la question du changement climatique, mais il faudrait qu'on fasse plus souvent de conventions beaucoup plus strictes sur la biodiversité. Donc, il est important, effectivement, qu'on prenne en compte la fameuse migration, mais aussi faire en sorte que les gens restent là où ils sont. Pour qu'ils restent là où ils sont, il faut qu'ils aient de quoi manger. Et la biodiversité leur donne plus de quoi manger que les engrais et les pesticides qu'ils sont obligés d'acheter. Voilà. Donc, après, il y a la question de aussi. Mais entre la fatalité
mouvement, si vous voulez, inéluctable du temps, du climat, et notre action. Je pense que notre action fait en sorte qu'on va vers une certaine catastrophe et le changement climatique va le faire augmenter. Mais la raison de la biodiversité, c'est-à-dire enlever la possibilité aux populations de vivre par les moyens locaux, y compris par l'agriculture et surtout par l'agriculture. Donc cette question n'est pas prise en compte suffisamment. Et c'est pour ça que, si vous avez remarqué, je dis attention, pas de sectorisation. Tous les compartiments environnementaux sont liés. Ah, c'est un problème dont on a fait un aparté à midi, et évidemment c'est très important. L'augmentation de la population mondiale, c'est quelque chose, d'un paramètre qui rentre dans les scénarios de changement climatique. Une dernière question en haut, jeune homme, et ensuite on sera obligé de prendre la liaison avec Jean-Marie Pelt qui nous attend au bout du fil. Merci. Donc une question rapide avec une réponse aussi rapide. Merci. Ok, je ne sais pas si j'ai vraiment une question rapide, mais j'ai plusieurs remarques en tout cas. Sur la légitimité politique, des politiques publiques, moi ce qui me vient tout de suite en tête, c'est leur cohérence. Le problème, c'est que le citoyen, il est un peu désarçonné. Tous les jours dans les médias, on lui dit oui, il faut faire des réductions, couper les robinets, éteindre les lumières. Et puis le lendemain, on voit un ministre qui veut faire un nouveau projet d'aéroport. Donc là, il y a un petit peu... Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'utilité sociale en économie? Parce que moi, c'est définir ce qu'on veut comme utilité sociale, que ce soit pour les projets, parce qu'on voit beaucoup de mobilisation contre de nombreux grands projets inutiles et qui sont très dévastateurs pour l'environnement. Après, il y avait une remarque sur la compensation environnementale qui, à mon avis, est aussi un outil qui peut s'avérer très dangereux parce qu'on détruit un écosystème ici, mais tout va bien parce qu'on pense ailleurs. Mais bon, on ne sait pas vraiment, à mon avis, au niveau de la biodiversité, la cohérence de ce système. Et enfin, peut-être que je vais dire un gros mot, mais est-ce que pour récupérer de la capacité à agir, est-ce qu'on ne devrait pas penser à introduire du protectionnisme pour éviter justement ce phénomène de passage clandestin? En réintroduisant des barrières douanières, ça nous permettrait de fixer nous-mêmes aussi, parce qu'en gros, on nous dit soit on se met tous d'accord mondialement, les 193 pays du monde, soit on ne peut rien faire. Est-ce que peut-être qu'on ne pourrait pas... Voilà, deux questions qui étaient sur la compensation environnementale et le protectionnisme. Très, très beau sujet, professeur. C'est énorme. Allez-y. Mais c'est très bien d'avoir posé en tout cas. Donc, monsieur Pelt va attendre le temps. En fait, sur la compensation, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur l'utilité sociale aussi. Je pense que ça sera de la connaissance publique. On y a parlé. Sur le troisième sujet, même si c'est vaste, je pense que nous sommes allés trop loin. Ce n'est pas parce que vous avez, je ne sais pas si vous étiez là ce matin avec votre morin, ce n'est pas parce qu'on a aboli les frontières et qu'on est obligé de gérer mal les choses. On est allé trop loin. C'est ce que nous a montré François Morel ce matin. On est allé trop loin. C'est-à-dire la machine a échappé. On a lâché les lièvres et on ne sait pas le rattraper. Je prends comme exemple l'Europe. Je vais finir avec ça parce que sinon je vais... L'Europe, ce qu'elle a fait, c'est... Elle a ouvert les frontières entre les pays. Elle a ouvert aussi les frontières avec l'extérieur. Mais l'Europe a enlevé la capacité aux pays de se gérer chez eux. Pourquoi? Parce que, bon, la monnaie, d'accord. La monnaie unique, c'était le projet. Mais enlever la possibilité de gérer au niveau monétaire, au niveau des budgets, c'est couper la possibilité à la politique publique nationale d'exister. Or, la nation, elle existe. Sans harmoniser la politique fiscale. Pardon?
sans harmoniser la politique fiscale. En plus, si voilà. on touche à la politique Voilà. monétaire, Voilà. on n'a pas de politique fiscale derrière, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes du métier, mais il y a quand même des auteurs extrêmement simples, comme Ricardo, très très longtemps, qui a parlé de l'avantage comparatif monétaire, qui explique qu'il y a deux variables importantes, le taux de change et le taux de salaire. Donc le taux de change n'existe pas. Et on demande au pays maintenant de faire quoi? D'agir par une dévaluation sociale. Avec le nom que j'ai, je peux parler plus clairement, hein, mais ce n'est pas la peine, je vous connais tous. Donc la dévaluation sociale, c'est mettre de plus en plus de contraintes au pays, en même temps qu'on ne respecte pas la souveraineté de chaque pays. Voilà. Donc, il y a des changements à faire dans l'Europe, et dans chaque pays aussi, parce que je suis déplacé aussi, dans chaque pays aussi. Et donc, si on ne change pas le système au sein de l'Europe, il y a bien sûr le MC, mais le problème qui existe en Grèce peut arriver facilement dans d'autres pays, en dehors de l'Espagne, du Portugal, etc. Et, voilà. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'on a fabriqué des choses, on a fabriqué le système politique cette fois, hein, avec des contraintes économiques qui sont incompatibles, incohérents. Voilà. Donc, il y a lieu de changer et j'espère qu'il y aura un changement. Merci beaucoup pour cette conclusion. On va vous applaudir.